Bonjour, donc dans cette nouvelle vidéo, je voudrais prendre la suite donc des deux premières que j'ai consacrées à l'autobiographie et donc passer de l'autobiographie à la biographie en prenant un premier exemple aujourd'hui. Vous voyez, j'ai enrichi un peu la présentation. Vous savez que pour beaucoup de films américains, on voit qu'il y a la métro Goldwyn-Mayer, le symbole, c'est un lion qui rugit. Bien, pour les petites archives vidéo sous les, c'est le spectacle de ces deux chats disparus depuis longtemps, mais que j'ai eu et que, bien entendu, j'ai aimé. Voilà. Alors, donc, série que j'appelle littéraire, puisque je ne parle pas de mes sujets favoris habituels, c'est-à-dire donc la géopolitique et notamment la géopolitique des pays de l'Est, mais je prends un thème plus littéraire puisque je voudrais donc explorer un petit peu la démarche qui conduit de l'autobiographie à la biographie. Alors après avoir donc consacré deux vidéos à l'autobiographie, en puisant dans mon expérience de ce travail que j'ai fait, ces mémoires que j'appelle mon histoire. Et aujourd'hui, donc, je voudrais commencer sur l'autobiographie, mais je m'aperçois une fois encore que la lumière est mal réglée. Je ne comprends pas pourquoi je ne parviens pas à mieux régler la lumière. Alors peut-être faut-il que je me recule un peu pour pas que ce soit blafard comme ceci. Alors on va essayer. Donc pour parler de la biographie, j'utiliserai deux exemples de mon expérience, qui est très réduite bien sûr. La première expérience, c'est un ouvrage que j'ai fait et publié il y a quelques mois, en juin 2020, ouvrage que j'ai consacré à mon neveu, le général Soulet, qui était général d'aviation et qui est décédé donc d'un cancer il y a 4 ans. Alors, toujours quelques petites difficultés de début. La première partie, vous savez que je suis historien universitaire, c'est-à-dire donc très attaché à la méthode, c'est ce que j'ai appris à l'université et c'est ce que j'ai essayé d'apprendre pendant mes plus de 40 ans d'enseignant dans l'université. Donc la méthode, la méthode, la méthode. L'histoire n'est pas une science exacte. Si on veut que ce soit une science, néanmoins, eh bien, il est nécessaire d'utiliser une méthode très rigoureuse. Alors, mon problème a été le suivant. Je voulais donc, et je me suis mis en tête d'écrire la biographie d'un pilote de chasse. Et mon ignorance était extrême pour tout ce qui concerne ce milieu bien particulier. Et donc, il faut me voir un petit peu comme ce personnage au bas de ses marches. Au départ, il y avait donc une intention, écrire ce livre, mais j'avais vraiment peu disons, de munitions pour mener à bien ma mission. Et finalement, donc, méthodologiquement, j'ai gravi 6 marches que je vais rappeler avec vous. La première marche, c'est une marche tout à fait classique pour un historien, c'est donc l'historiographie. L'historiographie, donc, ça consiste à faire le tour de ce qui a été écrit sur le sujet. C'est tout à fait normal. Vous allez vous attaquer donc à un sujet,
il faut avant, avec beaucoup de modestie, savoir ce qui a pu être écrit autour. Donc, j'ai commencé à regarder, à acheter, à lire les biographies ou les autobiographies de pilotes de chasse. Elles sont plus rares que je ne l'imaginais. Bon, la plus célèbre, c'est celle de Pierre Klosterman, hein, le fameux Grand Cirque, que nous avons presque tous lu, ou en tout cas lu des passages. Et puis ensuite, il y en a d'autres, beaucoup moins connus, mais qui m'ont intéressé. Par exemple, ce livre de Marc Scheffler. Marc Scheffler a été breveté pilote de chasse en 1988. Il était sur Mirage 2000, hein, 2200 heures sur Mirage 2000, de nombreuses missions de guerre. Et donc, son autobiographie, bien entendu, est tout à fait intéressante. Je citerai également l'ouvrage de Frédéric Zumbiel, pilote de chasse. C'était un pilote de l'aéronaval. Et là, il a rassemblé dans ce livre les histoires authentiques de pilotes de chasse depuis la Seconde Guerre mondiale jusqu'à la guerre d'Afghanistan. Et enfin, le quatrième que je citerai est assez particulier, celui de Richard Feser, Rencontre avec les pilotes. Enfin, il s'appelle officier pilote de chasse, mais en réalité, donc, il s'efforce de lister, de faire le point sur les motivations, les difficultés, les doutes d'un pilote de chasse. Donc, la lecture de ces ouvrages m'a fait du bien. En même temps, il a accru tout de même ma crainte parce que je me suis rendu compte que j'ignorais beaucoup de choses. Ensuite, deuxième étape de la méthodologie, il est évident que l'historien doit connaître le contexte politique, économique, social, dans lequel il va comment dirais-je, tenter de faire vivre une personne. Cette personne, elle n'est pas seule sur une île déserte, elle appartient à un pays, à une époque, à un contexte. Alors, très brièvement, en ce qui concerne donc le général Soulé, il est entré à l'école de l'air en 1981. Il était né en 1962. Il est entré à l'école de l'air donc en 1981 et il est décédé, donc il était en pleine carrière, en 2017. Et cette période, donc, est une période tout à fait particulière. Donc, j'ai mis, il y en a d'autres, hein, mais l'histoire de l'armée de l'air dirigée par un collègue du Mirail, Jean-Marc Olivier, qui est tout à fait intéressante. C'est une œuvre collective, donc il n'y a quand même que 2 ou 3 chapitres concernant la période où mon neveu donc, était dans l'armée de l'air, mais bien entendu, cela a été utile. Ce que j'ai assez bien compris, assez vite compris, c'est que cette période, donc, encore une fois, arrivée de mon neveu à l'école de l'air 81-2017, son décès, c'était une période de mutation de l'armée de l'air, mutation très délicate. Quelques chiffres qui vous montreront quand même l'importance de la mutation. Eh bien, les effectifs de l'armée de l'air passent, quand il arrive à Salon, de 100 000 hommes, en comptant tout le monde, hein, officiers, sous-officiers, hommes de rang, et ça passe donc à 47 000 quand à la fin de sa carrière. 100 000, 47 000. Le nombre de bases, 103 bases en 82, 103 bases aériennes. En 2018, donc quelques temps après sa mort, 35 bases. Les forces aériennes, alors c'est toujours compliqué pour compter le nombre d'avions, d'avions de combat. Hein. Donc, quand il entre à Salon, la flotte aérienne de combat en France est d'environ 450 avions. Il y a les Mirage 3, les Jaguars encore. Bon,
et quand il terminera sa carrière, la moitié, 202. Donc, la flotte a beaucoup baissé. Et enfin, un dernier chiffre significatif, le nombre de candidats au concours de l'école de l'air, donc de l'école de Salon, qui était en 97 de 1347, fond à 988 en 2004, donc en quelques années. J'en reparlerai. Il y a une véritable crise de recrutement, de confiance aussi dans cette armée qui longtemps a été très prestigieuse. Donc, mon neveu, le général Soulet, eh bien, a vécu cette délicate mutation, mais contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, là, après cette série de chiffres quand même qui font mal, un peu catastrophiques, eh bien, il en a eu bien entendu conscience. Il a regretté les fermetures de base, il a regretté la baisse des crédits, il a été très conscient. Mais lui, ce qui le guidait, c'était que on allait profiter de cette crise pour construire un nouveau modèle d'armée de l'air, un modèle plus effilé, mais peut-être plus performant. Donc, c'est pas du tout, il n'assiste pas, si vous voulez, impuissant à une espèce de déclin de l'armée de l'air. Non, il constate, bien sûr, ces changements, ces mutations, mais ce qu'il vise, c'est de participer à la construction d'une nouvelle armée de l'air. Troisième élément de cette méthodologie, donc après l'historiographie, l'étude du contexte, eh bien évidemment, l'historien se dit qu'est-ce que je vais avoir comme archive? Alors, première difficulté, c'est que la période qui m'intéresse est une période très récente, ce que j'appelle l'histoire immédiate. Et pour cette période de l'histoire actuelle, très contemporaine, la loi sur les archives est extrêmement draconienne. C'est-à-dire qu'il y a une loi de 30 ans, par exemple, on ne peut pas consulter la plupart des archives. Ensuite, il y a sur le personnel, c'est encore plus draconien, les dossiers du personnel ne sont pas consultables avant une période, bon, pour l'armée de l'air, ça ne veut rien dire, mais parfois d'un siècle. Et difficulté supplémentaire, le général Soulet, donc, venait pratiquement de disparaître, donc mort en mai 2017. Moi, j'entreprends des recherches 2 ans plus tard. Donc, tout cela est frais. Néanmoins, on m'encourage quand même à faire des demandes. Officiellement, tout m'est interdit, mais il existe toujours ce qu'on appelle des dérogations possibles. Donc, je monte un dossier et alors, ce dossier, à qui faut-il l'envoyer? On me dit d'abord à Pau, parce qu'à Pau, donc, à la caserne Bernadotte, il y a les dossiers de toute l'armée française, me dit-on. Ce n'est pas le cas des officiers supérieurs. On me dit à Dijon me dit non, c'est à Vincennes. Et finalement, donc, je m'adresse aux archives de la Défense qui sont donc dans l'ancien fort de Vincennes à Paris. Donc, je fais une demande au mois de juillet. Bon, j'attends, août, septembre, je n'ai pas de réponse. Et puis, en octobre, on me dit que non pas que ma demande est acceptée, mais que quand même, elle est bien arrivée et qu'on est en train de l'examiner et qu'on me demande, dans l'hypothèse où une réponse favorable me parviendrait, de commencer à réserver les choses. Donc je me dis, c'est bon signe. Et finalement, j'obtiens la dérogation. Alors c'est assez compliqué, il faut dire quel jour, à quelle heure, on ira aux archives de Vincennes. Certains jours sont complètement saturés, donc bon, bref, je trouve plusieurs jours où je peux me déplacer d'une part et où je pourrais les consulter. Mais qu'est-ce que je vais consulter?
Alors, j'ai demandé l'accès au dossier personnel du général Soulé. Et puis, donc, ce jour-là, dans cette très belle salle, là, on m'apporte un dossier, hein, dans lequel il y a, pas très gros, hein, disons 30 cm de hauteur. Et qu'est-ce que j'y trouve? Bon, je trouve d'abord les dates et les lieux d'affectation. C'est pas très, très riche, très, très juteux, si vous voulez, hein. Ce sont uniquement telle année, de tel mois à telle année, à tel mois, il a été affecté à tel endroit. Mais enfin, ça me permet quand même d'avoir des précisions que je n'ai pas par ailleurs. Il y a également la liste des opérations extérieures, mais pas la description des opérations. Il y a Tchad, mission au Tchad, tel mois à tel mois, de telle année, c'est tout. Bon. Les dates aussi, quand il a été qualifié sous chef de patrouille, etc. Et il y a, je l'ai mis en rouge parce que c'est ce qui va m'intéresser le plus finalement dans ce dossier personnel, sont ces bulletins de notation. C'est-à-dire depuis, donc il est entré à Salon en 81, depuis sa quasi-sortie de Salon en 84, jusqu'en 2014, parce qu'après, il est devenu commandant des forces aériennes, donc le système de notation était très différent, j'ai les appréciations, si vous voulez. Je vous donne le premier que j'ai trouvé, c'est en 84, il est encore donc élève à Salon, de très bonnes capacités sportives, a participé au tournoi de rugby, peu communicatif, très réservé, coopère pleinement à la vie de l'escadron. C'est un peu contradictoire, mais c'est comme ça. Le sous-lieutenant Soulet obtient de bons résultats dans toutes les disciplines de la progression en vol. En réalité, il va avoir pas mal de difficultés. A les capacités pour réussir. Et enfin, sérieux et travailleur, le sous-lieutenant Soulet s'est parfaitement intégré à l'escadron. Sa grande motivation et sa disponibilité feront de lui un très bon officier, en a les moyens et c'est signé. Donc, ceci tout au long de sa carrière. Alors, c'est au plus, il y en a une page et demie. Donc, ça laisse sur sa fin. On dit par exemple, s'est investi pleinement dans une mission concernant la vente de l'avion Rafale, est parvenu à des résultats intéressants, mais on ne me dit pas de quelle manière, quand. C'est juste une mention. Mais c'est déjà pas si mal. Ensuite, il y a les activités aériennes, c'est-à-dire le nombre d'heures de vol. Et aussitôt, j'en ai fait un petit graphique. Ce n'est pas inintéressant, bien sûr, hein. On s'aperçoit que la période où il vole le plus, c'est-à-dire entre 150 heures et 200 heures par an, ce sont les débuts, évidemment, quand il est élève pilote, puis ensuite en escadron, donc en gros jusqu'à 2000. Et à partir du moment où il va entrer en état-major, avoir de grandes responsabilités, il volera beaucoup moins. Euh, le nouveau départ en 2014-2015, c'est quand il prend le commandement des forces aériennes, et là, il y a de très nombreux déplacements. Bon, donc activité aérienne, documents administratifs. Au total, donc ce dossier, j'ai été très heureux de pouvoir le consulter. Bon, vraisemblablement, c'est le travail des archivistes. On ne donne pas un dossier surtout récent, surtout concernant un officier supérieur ayant eu des responsabilités notables, sans que, bien entendu, un ou deux archivistes aient sélectionné, trié, écarté certaines pièces. Je ne suis pas dupe, hein. Mais bon, même s'il y avait peu de choses, c'était important pour moi. Après, toujours dans la méthodologie, quatrième démarche, y a-t-il des archives personnelles? Alors, je ne devrais pas dire de l'historien, là. Je veux dire archives personnelles de celui dont on fait la biographie, c'est-à-dire là, de mon neveu. Alors, quand j'ai décidé de faire cette biographie, son épouse donc m'a appelé et m'a dit, je vous parle simplement, et m'a dit, Jean, puisqu'on me prénomme Jean dans la famille,
Serge, c'est-à-dire le général Soulé, qui était, tu le sais, très modeste, n'aurait pas aimé qu'on fasse une biographie sur lui. Et moi non plus. Bon. Donc j'ai écouté, mais j'ai dit, je la fais tout de même, pour différentes raisons. Bon. Je vous cite ce fait pour vous dire que je n'ai eu accès à aucun document de sa famille proche, c'est-à-dire de son épouse, par exemple. Donc, il y avait certainement des correspondances, peut-être le carnet de vol, enfin des tas de choses auxquelles je n'ai pas eu accès. Alors, personnellement, tout de même, et heureusement, comme j'étais l'oncle et le parrain du général Soubé, j'avais des relations étroites avec lui et continues. Bon, je commence là par vous montrer quelque chose enfin, anecdotique, évidemment. Quand il avait, donc je le voyais tous les ans, il venait passer à peu près 6 mois, enfant, pas 6 mois, qu'est-ce que je dis, 6 semaines, 4 à 6 semaines, à mon domicile, avec ses parents. Parfois, il est venu seul. Donc, j'étais très attaché à lui. Et là, il a 8 ans, il fait une colonie de vacances à Thonon-les-Bains et je reçois cette carte postale. Cher tonton Jean, je t'écris surtout pour te dire que je suis à la clinique de Thonon-les-Bains car j'ai l'appendicite, mais ce n'est pas grave. Et je te demande quelle couleur a ta nouvelle voiture. Je t'envoie 1000 baisers, Serge. L'orthographe est approximative, comme vous le voyez. Mais évidemment, par la suite, eh bien, les relations ont été continues. Là, c'est par exemple, il est à Salon, il me remercie parce que je lui ai envoyé un petit chèque. Et surtout, ce qui est important, c'est il me donne le programme et l'atmosphère un petit peu ce jour-là. Bon, on a de nombreux échanges téléphoniques durant toute sa vie, des échanges par mail, quand le mail commence à exister. Et puis, je note, ça c'est la manie, si vous voulez, de l'historien, je note donc pas mal de choses, non pas que j'ai jamais imaginé faire un livre sur lui. Hein. Bon, il avait 20 ans de moins que moi. Jamais j'aurais imaginé qu'il parte avant moi et quoi que ce soit. Mais depuis 1993, je tiens un petit journal de manière très irrégulière et quand il me téléphonait ou quand il venait me voir, seul ou avec sa famille, je notais. Par exemple, j'ai pris au hasard 14 avril 2000, au cas où vous ne pouviez pas bien me lire, long coup de fil de Serge, célibataire pour quelques jours. Cathy et les enfants sont à Salon. Il se dit satisfait d'avoir terminé un rapport de 4 pages destiné à préparer une rencontre des chefs d'escadron à Mont-de-Marsan sur la force aérienne d'attaque à la fin du mois. Il a été chargé de préparer un rapport préliminaire avec plusieurs chefs d'escadron qui dirigent donc notamment un tel qui dirige un escadron à Nancy. Selon lui, celui-ci devrait être nommé à la cellule de crise attachée au Premier ministre. Bon, dans quelques jours, son escadron reçoit 50 à 60 pilotes mécaniciens de Singapour. Un accord de coopération très étroit a été passé entre la France et l'armée de l'air singapourienne, qui dispose de bâtiments à Cazaux. L'escadron restera 3 à 4 semaines. Il sera totalement intégré à la vie et à l'entraînement de l'escadron Alsace, ce qui ne va pas sans soulever quelques problèmes. Serge, il parlait assez bien l'anglais, donc il a déjà rencontré des pilotes singapouriens à Cazaux qu'il trouve disciplinés et déterminés. À partir du 20 mai, il part à Athènes pour participer. Donc, bien entendu, il ne me disait rien de secret ou de confidentiel, mais il me tenait au courant de ses activités, de pas mal d'activités. Alors, autre démarche, donc, vous voyez, utiliser les archives, et puis l'historien, surtout l'historien de l'histoire immédiate, tente d'utiliser les sources orales. Bon, les sources orales, dans le cas du général Soulé, ce sont des interviews qu'il a pu donner à la télévision, par exemple, télévision régionale, quand il était à Bordeaux, alors c'est pas oral, bien sûr, mais enfin c'est le même genre,
pas mal d'interviews, d'entretiens dans des revues spécialisées. Et en ce qui me concerne, il avait accepté en 2012 de s'entretenir tout spécialement avec moi pendant ce qui était rare, parce qu'on se voyait entre deux portes, on se voyait dans des repas de famille ou au téléphone un peu, tandis que là, je lui avais dit, je veux écrire un roman qui aura pour héros un pilote de chasse. Bon, aucun rapport avec la vie de mon neveu, c'est un pilote de chasse qui a un crash, donc il meurt dans son avion. On se demande si c'est un suicide ou pas. C'est un roman un peu d'espionnage, un peu policier, donc aucun rapport. Mais je voulais vraiment, puisque j'étais obligé de parler du milieu des pilotes, essayer d'approcher la réalité. Donc j'ai demandé à mon neveu de répondre à une série de questions que je lui ai posées. À quel âge, dans quelles circonstances tu as voulu devenir pilote? Je le savais un petit peu, mais on n'en avait jamais parlé. Le fait que tu n'aies jamais volé avant de choisir de devenir pilote n'est-il pas étonnant? Comment s'est déroulée ta prépa, etc., etc. Donc, j'ai recueilli tout cela. Le but, je le répète, c'était pour faire mon roman. Mais hélas, ça m'a servi pour faire la biographie du général Soulé. Mais le principal, et je terminerai donc cette partie méthodologique par ce sixièmement, c'est que j'ai pu constituer ce qu'on appelle savamment un corpus de données. Parce que, avec les éléments que je viens de vous citer, c'est-à-dire les archives familiales, le dossier de Vincennes, etc., j'aurais pas pu écrire du tout une biographie de 250 pages sur le général Soulé. Je m'en suis rendu compte. Alors, que faire? J'ai eu l'idée banale, mais riche, d'essayer de contacter un certain nombre de ses camarades. Alors, lors de son décès, l'armée de l'air, comme elle doit le faire sans doute pour la plupart des officiers qui meurent en service, avait rassemblé les témoignages de condoléances, d'abord sur Internet, sur un site particulier, et ensuite, tout ceci a été imprimé et distribué à la famille et aux amis sous la forme d'un livret. Mais le nombre de témoignages était important, hein, je n'ai pas compté, mais 300 ou 400 personnes. Alors, certains de ces témoignages étaient très brefs et assez formels, même s'ils étaient la plupart du temps émouvants. Nous avons bien connu le général Soulé, puisque j'étais à Cambrai avec lui, c'était un homme très humain, nous le regretterons beaucoup. Bon. Mais pour moi, il n'y avait rien à utiliser, bon, ou peu. D'autres, au contraire, écrivaient pendant un message qui occupait une demi-page, une page, et certains racontaient des faits très précis dont ils avaient été témoins en travaillant avec Serge Soulé. Malheureusement, il y avait donc, ces messages étaient signés, le nom, vous le voyez, et le lieu où ils étaient à l'époque, mais il n'y avait pas l'adresse personnelle. Bon. Donc, je me suis procuré auprès d'un ami, pilote, officier, l'annuaire des anciens élèves de l'école de l'air. Alors, sur cet annuaire, il y a tous les élèves qui ont été reçus à l'école de l'air depuis la création de l'école de l'air, avant la Seconde Guerre mondiale, jusqu'à nos jours. C'est classé par promotion. Alors, il y a les noms, et puis à côté, il y a l'adresse Internet. Donc, j'ai croisé, si vous voulez, j'ai d'abord sélectionné les témoignages sur le livre de condoléances, ceux qui m'ont paru le plus intéressants, et je les ai répartis selon les lieux, les périodes, les responsabilités de mon neveu. Et là, je leur ai écrit personnellement
au total une bonne cinquantaine, donc en leur disant que j'étais l'oncle, que j'étais historien, que je voulais écrire une biographie, mais que je manquais beaucoup de renseignements, et que je leur proposais, s'ils avaient le temps, s'ils en avaient l'envie, de répondre à un certain nombre de questions. Et je leur posais 5, 10, 15 questions sur leurs souvenirs, donc, lorsqu'ils étaient aux côtés de mon neveu à tel ou tel endroit, tel ou tel poste. Et les réponses ont été très nombreuses, enthousiastes, parce que le général Soulet jouissait vraiment d'une grande estime. Donc, ses camarades ont été heureux de participer un peu à sa survie à travers une biographie. Et ils m'ont fait confiance et j'ai reçu donc beaucoup de témoignages que j'ai utilisés. D'ailleurs, au début du livre, vous voyez, je remercie, il y a une cinquantaine de noms. Donc, ceci, c'était une première partie méthodologie. Ça peut vous paraître long, hein, mais en tant qu'historien, et historien professionnel, je suis fier de l'être et j'ai peiné pour acquérir ce qualificatif. Bien, un livre d'histoire comment dirais-je, ne peut avoir la moindre prétention d'approcher la réalité que s'il repose sur une méthode explicitement donnée au lecteur et bien entendu si on connaît parfaitement les sources qui sont utilisées. Alors pour cette deuxième partie, j'ai choisi ce que nous appelons aussi, bon maintenant c'est entré dans les mœurs, mais une problématique. Si vous voulez, quand j'ai fait le livre, bon, je l'ai fait par chapitre chronologique, hein, l'enfance, les prépas, salon, l'apprentissage de pilote, etc. Et je n'ai pas cherché donc de grandes thématiques. Et puis, par la suite, et c'est quand même le but du livre, je suis arrivé à dégager des choses plus synthétiques, plus importantes. Alors, je crois que cette biographie, si elle a un intérêt, je ne parle pas de l'intérêt sentimental, personnel, je n'en parle pas, mais si elle a un intérêt scientifique, hein, c'est que c'est une des rares biographies qui est orientée vers un point peu traité ou pas traité, c'est-à-dire comment un officier est remarqué pour ses capacités à un certain moment, comment on le prépare à de hautes fonctions et enfin comment il les exerce. On appelle ces gens-là les hauts potentiels. Donc, dans cette deuxième partie, je voudrais donc décomposer un peu ces différentes phases. Alors, vous savez ma manie de schématiser, donc j'ai représenté là, comme je le vois, c'est un schéma, hein, c'est pas bon. Il y a dans la vie de mon neveu, comme certainement dans toutes les vies de gens qui ont exercé les mêmes responsabilités, plusieurs phases bien nettes. En rouge, j'ai mis la formation de base du pilote. Je vais commencer bien sûr par cela, c'est-à-dire les années où on devient pilote. Bon, ça c'est. Ensuite, j'ai cru remarquer, noter, observer un certain nombre d'initiatives de la part du futur général Soulet et plusieurs actions qui, sans qu'il le recherche, l'ont fait remarquer, l'ont fait repérer, si vous voulez, comme un futur haut potentiel. Troisième phase, il a été remarqué et là, on va lui permettre de se former
aux futures responsabilités qu'on envisage de lui proposer. C'est en bleu. Et enfin, il y a la période où il exerce ses hautes responsabilités. Voilà. Alors, commençons donc par l'apprentissage de pilote, les premières années. Je serai très bref. Donc, après 2 ans de préparation, maths sup, maths spé, qu'il fait au collège de Saint-Cyr, près de Paris, près de Versailles, eh bien, donc après ces 2 ans de préparation, il est reçu donc au concours d'entrée à l'école de l'air de Salon de Provence. Il y a 916 candidats, il y en a 92 qui sont admis, il est à moitié, lui, hein, donc ça veut dire qu'il y a 10% de reçus et 90% donc de déchets, entre guillemets. Donc il reste 3 ans à Salon. Pour la première fois de sa vie, il va voler, car il n'a jamais volé jusque-là. Il vole d'abord sur avion à hélice, là, qu'on appelle des mousquetaires, puis ensuite, il commencera sur des avions à réaction, sur le Fouga Magister. Je n'ai pas le temps, mais je l'explique dans le livre, il est très déçu parce que au tout début, quand il fait de l'avion, des voltiges, etc., il est malade, il n'est pas bien, alors qu'il a tout mis pour entrer à Salon, qu'il veut à tout prix voler. On essaye même de le dissuader en lui disant « mais vous n'êtes peut-être pas fait pour être pilote », et il tient bon. Hein, et quand il sort de Salon, j'ai vu des appréciations, on dit c'est quelqu'un d'un bon pilote déjà, etc. Mais c'est des années difficiles. Alors, les années de formation, ça ne se réduit pas aux 3 ans passés à Salon. Hein. Après Salon, il va à l'école de Tours, où il reste 4-5 mois, pour être breveté pilote de chasse. Là, il passe donc sur Alpha Jet, c'est là qu'il est breveté, donc en mars 85. Et aussitôt après, c'est pas fini, il se rend à Cazaux, où là, on lui apprend les rudiments du combat aérien. Et enfin, donc, on le forme pour piloter les Mirage 3 et il est nommé donc sur une base à Luxeuil. Donc, il est lieutenant et il est pilote et sa formation initiale est terminée. Ensuite, bien sûr, il continuera, il sera breveté sous-chef de patrouille, puis chef de patrouille, c'est-à-dire que chef de patrouille conduit 3 avions, je crois, au combat. Puis ensuite, il sera beaucoup plus tard sous-chef d'escadron. Et enfin, il deviendra chef d'escadron en 99. C'est un peu le bâton de maréchal. C'est vraiment un emploi qui le passionne et qui est très intéressant. À l'époque, il est déjà lieutenant-colonel. Donc là, c'est ce que j'appellerais la formation de base du pilote. Bon, comme tous les pilotes. J'en arrive à certaines initiatives et actions particulières. Première initiative, alors ça c'est une vraie initiative, personne ne l'oblige, il apprend en 1988, hein, il est donc en escadron, il est je crois à Nancy, qu'il y a un poste pour le Canada, un poste donc qui devrait, un poste qui est ouvert évidemment, c'est presque un concours, pour pendant 3 ans être détaché dans les forces aériennes canadiennes. Au Canada, à l'époque, il y a un avion très moderne, un avion à réaction très moderne qui équipe les forces canadiennes, c'est le CF-18. Beaucoup plus moderne que le Mirage 3 de l'époque en France. Donc, il y a beaucoup de candidats pour essayer d'aller voler sur cet avion. Serge Soulet parvient donc à être choisi. J'ai
j'ai vu son dossier, c'est bien expliqué pourquoi, c'est pas fait à la légère. Et il se retrouve donc au Canada en 1989. Alors, à l'autre bout du Canada, à la partie pacifique, à Cold Lake, qui est la grande base, Cold Lake City, où sont formés tous les pilotes de chasse du Canada. Là, pendant 6 mois, on va le former au pilotage sur CF-18. Il recommence tout, hein, pratiquement. Hein. Il a tout à apprendre. D'abord, bon, la langue et l'anglais, même si il se débrouillait assez bien. En France, ça n'a plus rien à voir. Là, il doit parler couramment l'anglais. Ensuite, c'est un avion donc très performant, totalement différent des avions qu'il a pilotés jusque-là. Donc, il trime énormément. Il est dans un groupe d'une trentaine tous sont canadiens hein, qui, comme lui, veulent être brevetés sur CF-18. Et il travaille beaucoup, car Serge est un travailleur, et il arrive premier de la promotion. Donc, il est félicité et il est envoyé à Bagotville, donc à l'autre bout du Canada, au Québec, hein, après la ville de Québec, à côté de Chicoutimi. Et là, à Bagotville, il est intégré dans un escadron, donc, et il suit les manœuvres, non seulement les manœuvres, mais disons le quotidien des pilotes de chasse canadiens. Il s'entend très bien d'ailleurs avec eux et surtout il profite beaucoup des grandes manœuvres qui sont faites régulièrement par les forces canadiennes aux États-Unis. Et là, les Américains sont évidemment au sommet pour un pilote de chasse, c'est extrêmement intéressant de se confronter à cette armée de chasse, armée de chasse américaine. Il est en famille, donc il a fait venir déjà à Cold Lake son épouse, ses 2 enfants, et il aura un 3e enfant d'ailleurs à Bagotville. Donc voilà une expérience qui va quand même beaucoup compter. Quand il revient en France en 92, tous ses camarades et les jeunes, puisqu'il y a des plus jeunes maintenant, bien, ils ont des yeux admiratifs pour ce pilote, ce Soulet qui a donc piloté un avion aussi performant que le CF-18. Bon. Alors, l'armée de l'air d'ailleurs n'est pas spécialement épatée et le renomme où il était avant de partir sans tenir compte disons, de cet apprentissage supplémentaire, de cette expérience, cette formation. Peu importe, il n'en est nullement mécontent ni aigri, c'est pas son genre. Deuxième expérience, alors là, c'est pas une initiative de sa part, c'est une mission. Au mois d'août 95, il est envoyé en Bosnie-Herzégovine, donc la guerre dans l'ex-Yougoslavie a commencé dans les années 90, et là nous sommes en pleine période de guerre en Bosnie où Croates, Serbes et Bosniens musulmans donc en sont venus pas aux mains, mais à une véritable guerre. Et la situation est très complexe. Il y a les forces de l'ONU, pardon, et également une force de réaction rapide qui a été mise au point par Jacques Chirac et John Major, c'est eux qui l'ont voulu, pour soutenir éventuellement les forces de l'ONU. Et donc, le commandant Soulet, il est commandant à l'époque, est intégré dans une brigade multinationale, puisqu'il y a des Français, des Britanniques et des Hollandais, au total 4200 hommes, qui sont commandés par le général André Soubirous, le Haut-Pyrénéen André Soubirous, et Serge Soulet, donc à la tête d'une petite mission de l'armée de l'air, est là pour permettre des frappes aériennes et appuyer ces frappes. Bon. En réalité,
parce que la situation est très très complexe, il n'aura jamais, finalement, durant ces 5 mois, à exercer sa mission proprement dite. Il en est déçu au départ. J'ai consacré tout un chapitre, parce qu'il a beaucoup écrit à cette époque. Il en est déçu, mais pas abattu. Il décide, au contraire, d'enquêter, d'essayer de comprendre cet enchevêtrement de commandements de l'ONU, de l'OTAN, des Français, les rapports donc internationaux, les rapports entre armées de terre et armées de l'air. Donc, il est également, il donne des cours d'anglais à ses hommes, il se déplace. Donc, il apprendra beaucoup durant son séjour qu'il termine en décembre 95. Il est d'abord cantonné avec le reste de la brigade à Tomislavgrad et ensuite il va à Mostar. Donc c'est si vous voulez, une mission qui n'est pas extraordinaire en elle-même. Il n'a pas bombardé, il n'a pas sauvé, etc. Mais il a beaucoup appris sur le nouveau type de conflit, les conflits internationaux désormais, notamment avec le poids très lourd de l'ONU et des forces nationales. Troisième mission qui lui est demandée, en 1998, il est envoyé dans le cadre de la mission Épervier au Tchad. Donc là, il s'y rend avec toute une... il commande il est lieutenant-colonel à l'époque, et il commande donc toute une troupe, hein, bien sûr, il y a les pilotes, il y a les mécaniciens, il y a ceux qui gardent les avions, etc. Bon, il accomplit 28 missions de guerre. Il se rend compte de l'état assez catastrophique du matériel qui est sur place, du manque de pièces de rechange. Donc, il fait rapport sur rapport pour essayer d'améliorer cela. Mais il s'ennuie assez vite, hein, parce qu'il est comme ça. Il faut toujours qu'il ait quelque chose à faire d'important, d'intéressant. Deuxième remarque, ce sont ces rapports qu'il fait. Alors, on pourrait imaginer qu'il fait des rapports à l'état-major. Souvent, il dit d'ailleurs, ils ne sont peut-être même pas lus, hein, de la part d'un petit lieutenant-colonel. Le ministre ne va pas les lire. Mais il les envoie, et il ne les envoie pas pour se faire remarquer, si vous voulez. Ce n'est pas du tout dans son genre. Hein. Il les envoie pour faire avancer, pour améliorer les choses, car c'est son obsession, hein, faire en sorte que l'armée de l'air soit toujours plus performante et corriger ses défauts et ses dysfonctionnements. Donc, formation de base d'abord, ensuite ces 3 initiatives, et là, il me semble, hein, parce que ce n'est pas inscrit comme ça dans le dossier, qu'à partir de ce moment-là, dont nous sommes autour des années 2000, hein, Serge Soulet est considéré désormais comme un haut potentiel, c'est-à-dire comme un officier supérieur susceptible d'exercer les plus hautes responsabilités. Donc, on va lui proposer la formation que l'on propose à ces hauts potentiels. Ça veut dire notamment trois choses. Premièrement, il est admis à l'école de guerre, c'est comme un concours, l'école de guerre qui s'appelle à l'époque le Collège interarmé de défense. Alors, il y est en 96-97, c'est là qu'il va vraiment réfléchir sur les systèmes de défense et de stratégie. J'ai conservé un certain nombre d'écrits, de rapports qu'il a fait, de mémoires qu'il a écrits. Dans le livre, donc j'en parle, j'essaye de les analyser. Donc, vraiment, là, il progresse sur cette réflexion donc, sur les systèmes de défense, notamment sur l'Europe de la défense. Donc, c'est l'année de l'école de guerre. L'année suivante, on lui propose un très beau commandement d'une base aérienne
et d'une très belle base aérienne, Cambrai, où il va rester donc comme colonel à la tête de la base pendant 3 ans, de 2004 à 2007. 1700 personnes, 350 hectares et surtout des avions très performants, les Mirage 2000. Lui-même n'a pas piloté les Mirage 2000, donc il fait un stage spécial pour pouvoir évidemment les piloter. Et là, donc, à Cambrai, j'en reparlerai si j'ai le temps à la fin de l'exposé, il va tester beaucoup de ses idées pour améliorer, que ce soit la gestion, comment dirais-je, la cohérence de la formation sur place, la formation continue, etc. Puis, troisième échelon là, pour la formation du haut potentiel, il est donc admis au Centre des hautes études militaires, au CHEM. Là, avec 30 officiers, c'est interarmée, donc armée de terre, marine et armée de l'air, donc vraiment des personnes de haut potentiel choisies, en contact avec des étrangers qui viennent donc de pays très différents, en contact avec des grands responsables de l'administration française, de l'économie française. Donc, l'année du CHEM, c'est une année de contact, d'échange, de voyage, fait de très nombreux voyages. Donc une année importante où aussi on tisse des liens de solidarité qui, par la suite, bien sûr, resteront. Et j'en arrive à la dernière partie de sa carrière, c'est-à-dire donc, ayant été formé, eh bien, il arrive à l'âge où on va lui confier des très hautes responsabilités. Alors, d'abord, au ministère de la Défense, de 2007 à 2010, c'est Morin qui est le ministre de l'époque, avec qui il s'entend bien. Il est adjoint, il est au cabinet militaire, parce que il y a un cabinet militaire, un cabinet civil, il est au cabinet militaire avec le titre d'adjoint R, armée de l'air, et il est responsable de la cellule organisation et ressources humaines. Il est très actif. J'en reparlerai tout à l'heure. Donc, le ministère. Ensuite, il est nommé à la direction du personnel militaire de l'armée de l'air de 2000 à 2004 et ensuite à l'état-major de l'armée de l'air. Là, il s'occupe tout spécialement de la carrière des pilotes, des officiers et de la préparation des forces. C'est le moment, par exemple, de la guerre en Libye, donc il est chargé de coordonner les forces aériennes notamment. Et enfin, son dernier, puisqu'il est décédé pendant cette période, sa dernière responsabilité, elle est majeure. On lui demande de fusionner deux structures énormes, le CFA et le CSFA, qui au total représentent 23 000 hommes. Donc il devient, si vous voulez, au sein de l'armée de l'air, le commandant de 23 000 hommes et femmes, 500 unités. Il est donc dans l'organigramme, vous le voyez, à la tête donc de la plus grande partie de l'armée de l'air. Et c'est à ce poste donc qu'il meurt emporté par un cancer au mois de mai 2017. Pour terminer, j'espère qu'il reste quelques minutes encore, je voudrais simplement souligner quelques-uns de ces grands chantiers. Parce que la question que je me suis posée pour faire cette biographie, quand on fait la biographie de quelqu'un, bon, il faut dégager quand même les grandes actions. Alors, pour le général Soulé, il y en a objectivement trois, dans trois directions. La première, ce sont les ressources humaines. Il s'est passionné pour les ressources humaines. Il a commencé quand il était colonel à Cambrai, donc il a cherché à rendre la fonction ressources humaines plus efficace.
Donc, il va réorganiser totalement sur la base les ressources humaines, qui, n'oubliez pas, intéressent pas simplement les pilotes, hein, mais les sous-officiers, le personnel civil et les militaires du rang. Hein. Et il fait si bien que la base est proclamée base pilote sur toute la France pour l'organisation des ressources humaines. Bon, quand il sera à la direction du personnel de l'armée de l'air, il s'occupera tout spécialement de la carrière des pilotes. Dès 1996, à l'époque, il est encore un petit commandant, il fait un article sur comment améliorer la carrière du personnel officier de l'armée de l'air, parce qu'il est très sensible à la dégradation de cette carrière. Et donc, il est remarqué pour cela, et il va devenir conseiller donc, pour tout ce qui concerne les carrières des pilotes de chasse, des officiers. Et au ministère, il retrouvera les ressources humaines, puisque je vous l'ai dit, il sera responsable organisation de la cellule organisation des ressources humaines. Et là, il aura, bien sûr, au ministère, c'est pas simplement l'armée de l'air, mais c'est l'armée de terre, la marine, et il pourra ainsi participer à cette réorganisation. Ressources humaines, deuxième secteur où il s'est beaucoup investi, c'est la gestion. J'ai été très étonné parce que Serge Soulet, c'était un pilote qui adorait piloter. Bon. Et quand j'ai vu qu'à Cambrai, en tant que commandant de base, il se lançait dans la gestion, je n'en revenais pas. Il est devenu passionné de gestion. Il me parlait, je n'arrivais pas à suivre d'ailleurs, de la gestion par objectif avec des cartes stratégiques. Sur toute la base, il y avait des ordinateurs où chacun pouvait savoir où il en était de son plan opérationnel par semaine, par mois. Bon. Donc, au ministère de la Défense, il reprend ses idées de modernisation de la gestion. Et bien entendu, quand il devient responsable des 23 000 hommes, il revient sur cette question de la gestion. Enfin, il est, heureusement, me direz-vous, mais très préoccupé par l'avenir. Les choses vont très vite, évidemment, du point de vue technologique. Et il va s'investir beaucoup sur l'avenir de deux avions, le Rafale et l'A400M. Le Rafale, au ministère, il sera responsable de la formation des pilotes de Rafale, parce que, si vous voulez, le Rafale, je n'en parle pas par expérience, mais d'après ce que j'ai lu, il peut faire 7 missions, 8 missions, hein, qui étaient faites jusqu'à présent par des avions différents, équipés de manière spéciale. Donc, c'est vraiment un avion polyvalent. Donc, pour former des pilotes de Rafale, il faut réformer totalement la formation habituelle, classique des pilotes. Il faut en faire des pilotes polyvalents. Donc, il s'en occupe. Quant au ministère, il participe au dossier d'exportation du Rafale. Il croit beaucoup en cet avion. Bon. Quant à la A400M, vous savez, c'est un avion de transport, hein, en qui il croit beaucoup aussi, et qui a pas mal d'avatars. Et je le raconte en détail dans l'ouvrage. Il est vraiment, il défend cet avion, à la limite parfois même, il prend des risques pour le défendre. Mais, outre ces deux avions, il est passionné par la question des drones, car il comprend très bien que c'est une arme d'avenir. Également, donc, l'utilisation de l'espace. Vous savez qu'à partir de cette année, c'est le ministère c'est l'armée de l'air et de l'espace. Bon, donc, l'espace, la connectivité. Alors, je n'ai pas très bien compris, mais d'après, vous voyez cette photo, par exemple, c'est le fait de connecter le mieux possible tous les aéronefs, comme ils disent, hein, entre eux, etc. Et bien sûr,
la menace cyber, qui déjà apparaît comme extrêmement dangereuse. Hein. Alors, j'aurais voulu vous faire Effectivement, je entendre, commande les forces aériennes mais qui je ne regroupent suis pas l'ensemble des sûr que vous forces l'entendiez. Là, c'est à la conventionnelles fin de sa d'appui vie, et donc de il a un soutien visage et émacié, spéciales de l'armée de l'air. mais Donc c'est à peu près 24 000 personnes, je ne crois pas que 500 vous unités puissiez réparties écouter sur ce la map monde. morceau. Donc, je termine par une parole que j'ai isolée du général Soulet. Il faut se projeter dans le temps à 10 ou 15 ans. Si on est pris par le quotidien et qu'on ne garde pas à l'esprit cette exigence de préparer le moyen terme et le long terme, on se condamne à baisser la garde un jour ou l'autre sur plusieurs démissions du spatial. Général Soulet. Voilà, je vous remercie. Je vais donc arrêter